construction d'une vision stratégique commune à un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui est d'actualité. C'est un contexte très particulier pour l'Allemagne, surtout pour cette table ronde, puisque l'Allemagne vient d'avoir des élections anticipées. Les Allemands ont voté il y a 3 semaines, suite à la chute du gouvernement d'Olaf Scholz, qui était composé d'une coalition tripartite entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. Et donc les Allemands ont voté et les chrétiens démocrates, donc le CDU est arrivé en tête avec 28%, et il a été suivi de près donc, par l'AfD, l'extrême droite, qui a fait un score historique cette fois-ci avec 20%. Ensuite, les sociaux-démocrates ont fait 16%. Et les Verts ont fait 11%. Donc on a une recomposition du paysage politique allemand. Et on a donc notre futur chancelier qui sera probablement Friedrich Merz, qui n'est absolument pas une personnalité nouvelle pour les Allemands, puisqu'il s'agit du rival historique d'Angela Merkel, qui fait son retour en politique depuis déjà quelques années et qui représente la ligne dure du parti conservateur allemand. Donc il est plutôt bien à droite. Il a aussi des propos, parfois il est qualifié d'impulsif. Il représente une ligne dure sur l'immigration. Mais c'est également un grand Européen, et c'est ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui pour parler de la relation avec la France, puisque donc Friedrich Merz s'inscrit vraiment dans l'héritage de son parti, qui est le parti de Konrad Adenauer, le premier chancelier de la République fédérale allemande, et donc il revendique cette idée que l'Allemagne fait son retour sur la scène européenne, que l'Europe peut compter désormais sur l'Allemagne à nouveau. Et cette vision de politique étrangère s'accompagne aussi par une sorte de shift un peu monumental à la fois pour le CDU, mais aussi pour les Allemands en général, puisqu'on a aussi une remise en question du transatlantisme allemand tel qu'on l'a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puisque quelques jours seulement après les élections, Friedrich Merz a déclaré que l'Allemagne ne pouvait plus compter sur les États-Unis pour sa sécurité. Donc tout ça, c'est des bouleversements qui forcément aussi une conséquence sur la France. Cette idée de coopérer étroitement ensemble pour la sécurité européenne entre donc, la France et l'Allemagne n'est pas nouvelle et a été historiquement répétée. C'est une volonté politique qui est là depuis longtemps. En 2019, on a eu la signature du traité d'Aix-la-Chapelle qui a réaffirmé également cette volonté de collaborer très étroitement en termes de politique étrangère et de sécurité. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui ressemble plus trop à 2019, même si c'est pas très loin. Et donc, il est temps de réinterroger un petit peu ce qu'on s'est dit et de voir comment on peut adapter aussi notre dialogue stratégique entre ces deux grands pays de l'Union européenne. Et donc, pour ça, nos 3 invités sont là pour répondre à ces questions et pour qu'on discute ensemble. Donc nous avons l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris, Andreas Jungmann. Nous avons également Jakob Ross de la DGAP, donc le Conseil allemand pour la politique étrangère, donc l'équivalent de l'IFRI. Et nous avons Sven Arnold, qui est à la fois de la DGRIS et de la Stiftung Wissenschaft und Politik, un think tank allemand également. Et donc moi, je suis de l'IHEDN et de la FRS. Et je pense que nous sommes soit très francophiles, soit même binationaux. Donc c'est un panel particulièrement franco-allemand. Donc je commence tout de suite peut-être avec le positionnement de nos 2 pays actuellement à l'échelle européenne, puisque nous avons aussi eu l'année dernière donc, les élections européennes et maintenant des institutions européennes qui viennent à peine de marquer les 100 premiers jours en fait, de cette nouvelle commission, et donc on est des institutions qui sont un peu à peine opérationnelles, j'ai envie de dire, alors qu'il y a urgence sur tout un tas de fronts. Donc, quelles seraient les impulsions possibles à l'échelle européenne des 2 pays pour relancer une vision stratégique commune
et quelles sont aussi les relations en fait, avec les pays d'Europe centrale qui jouent un rôle particulièrement important dans le contexte actuel. Donc je donne d'abord la parole à Andreas. Merci Célia, merci surtout pour l'invitation de pouvoir m'exprimer ici. Je vais plutôt le faire à titre personnel qu'en représentant une position allemande, pour la simple raison, comme Célia vient de vous le présenter, que nous sommes entre deux gouvernements. Donc je pense que une bonne partie des positions de l'ancien gouvernement allemand qui est toujours en place pour quelques semaines, les positions sont assez bien connues. On commence à se faire une petite idée des nouvelles positions du nouveau gouvernement que nous attendons. Donc dans cette phase de transition, bien sûr, c'est pas évident de pouvoir présenter une position allemande parce qu'elle est en train de se construire. À commencer aujourd'hui avec les négociations de la future coalition entre la droite, la CDU et avec les sociaux-démocrates qui commence ce soir. Et le futur chancelier, si j'ose dire, il a l'espoir de pouvoir être élu en tant que chancelier avant Pâques. Donc, croisons les doigts que l'Allemagne aura un nouveau gouvernement avant Pâques. À l'échelle européenne, je dirais que le relancement du couple franco-allemand est déjà en route, en partie à cause des résultats justement des élections des législatives en Allemagne fin février, mais en partie aussi, c'est difficile à le dire, mais grâce peut-être à M. Poutine et sûrement aussi grâce à M. Trump. Je ne pense pas que c'était l'intention ni de l'un ni de l'autre, mais c'est un peu le résultat qu'on peut déjà voir aussi dans les prises de position de M. Merz, en tant que futur chancelier, que les influences de l'extérieur de quelqu'un qu'on a toujours cru pendant très longtemps un allié, et quelqu'un d'autre qui n'est plus un allié depuis très longtemps, qui ne l'a jamais été. Mais en tout cas, c'est d'être entouré, plus comme ça a été la façon de le ressentir, de le dire en Allemagne pendant de longues années, d'être entouré par des amis, c'est fini, pour l'Allemagne aussi. Et je pense que l'Allemagne commence à se réveiller enfin, et commence aussi, à ce titre, de donner une nouvelle vie à la relation franco-allemande qui, à mon avis personnel, reste toujours pour l'Europe, même si c'est pas tout, mais qui reste toujours crucial pour l'Europe et aussi, surtout, pour la défense européenne. Oui, alors peut-être pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez que ces appels pour l'autonomie stratégique européenne que Macron fait en direction de l'Allemagne depuis 2017 sont enfin entendus à Berlin? Peut-être Jacob. Merci beaucoup, merci d'être là aussi. C'est une grande occasion de se retrouver ici en franco-allemand lors de ce forum et dans le contexte politique qui est le nôtre actuellement. Et puisque le panel, le titre est Impulsion stratégique, et Célia, tu viens de mentionner le concept de l'autonomie stratégique européenne qui est discuté donc depuis 2017 par Emmanuel Macron, mais qui va bien au-delà historiquement. Oui, pour répondre tout de suite à la question, je pense que c'est beaucoup plus entendu aujourd'hui à Berlin que ça l'était du moins depuis 2021 et la coalition tripartite sous le chancelier Scholz, qui était déjà écoutée, je pense, après 2017, puisqu'il faut le rappeler, je pense, en début de cette conversation, il faut se rappeler qu'on était en quelque sorte dans une situation comparable en 2017, après la première élection de Donald Trump, avec le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, une certaine réticence du côté allemand avec la chancelière Merkel à l'époque, mais qui nous avait mené quand même jusqu'au traité de l'Aix-la-Chapelle, avec une clause bilatérale de défense, avec des projets industriels qui avaient vraiment pris de la vitesse.
MGCS, Main Ground Combat System, le SCAF, le Future Combat Air System dans l'air. Mais toute cette dynamique avait beaucoup perdu justement de dynamique depuis 2021, depuis l'élection du chancelier Scholz, et notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, de l'agression russe, puisque si vous voulez, c'est mon analyse personnelle, mais qui est partagée au moins à Paris très largement, l'attention allemande s'est détournée ou s'est retournée vers la Maison-Blanche, vers les États-Unis, puisque le chancelier Scholz était très proche de la Maison-Blanche de Joe Biden, et parce que, et cela je l'ai vécu dans plein de discussions franco-allemandes au cours de l'année passée, le côté allemand disait aux Français, Trump 1 c'était l'exception, Biden c'est la norme transatlantique, donc pourquoi continuer dans cette dynamique envers une autonomie stratégique européenne, une souveraineté européenne, alors qu'on peut s'attendre à ce qu'on retourne en quelque sorte à une normalité transatlantique germano-américaine qu'on connaît de la guerre froide. Depuis, on a eu le choc, et c'est la deuxième partie de la réponse, je dirais, des déclarations américaines de la nouvelle administration, auxquelles, je pense, on s'attendrait jusqu'à une certaine mesure, mais qui, par leur force et leur brutalité, ont beaucoup surpris, et pas uniquement à Berlin, mais également à Paris, je pense, et partout en Europe. Mais je pense que c'est très important aussi de souligner que cette nouvelle impulsion franco-allemande, européenne, envers l'autonomie stratégique européenne n'est pas née d'une impulsion européenne, si nous sommes honnêtes, à Paris, à Berlin. Elle est née d'une impulsion américaine, de menaces de la part de J.D. Vance, d'ingérence de Elon Musk, qui était très actif dans la campagne électorale allemande en soutenant l'extrême droite allemande. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, la classe politique allemande, et notamment le probable prochain chancelier allemand, Friedrich Merz, disait le soir même des élections qu'on ne pourrait plus faire confiance en quelque sorte aux Américains, écho de ce qu'avait dit Angela Merkel en 2017 après sa première rencontre avec M. Trump, et qui donc relance en quelque sorte une dynamique, une initiative qu'on avait déjà connue en 2017, une dynamique qui est historique, qui a existé à d'autres moments de l'histoire européenne, sauf que je pense, et je suis optimiste, je n'ai pas vécu les autres dynamique, les autres moments historiques à 34 ans, mais je pense que cette fois, le message est clairement compris à Berlin. Il a été compris depuis un bon moment à Paris, et il reste maintenant avec la présidence actuelle en France 2 ans à peu près pour vraiment avancer sur un certain nombre de questions, tout en, et on reviendra je pense dans la discussion, en ne pas oubliant d'autres partenaires bien sûr, à commencer avec les E5 qu'on a vu hier, ici même à Paris, s'exprimer. Donc un bon moment pour relancer l'autonomie stratégique, un moment aussi où le probable nouveau gouvernement va en quelque sorte acter ce que Scholz avait annoncé, la Zeitenwende finalement, est-ce qu'elle va être entérinée par Friedrich Merz? On dirait bien que oui. Mais tu l'as mentionné, ces grands projets aussi industriels franco-allemands qui partent toujours avec beaucoup de volonté politique et qui, dans la plupart des cas, ensuite doivent se heurter à la réalité concrète des choses. Est-ce que peut-être, Sven, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ces projets d'armement franco-allemands? Oui. Oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et merci effectivement de votre présence. La coopération, c'est toujours plus difficile que le développement seul. C'est pas une nouvelle. Le niveau d'ambition des programmes qui ont été proposés et lancés est aussi sans équivalent, donc ça amplifie la difficulté. C'est des grands industriels qui n'ont pas forcément une énorme appétence de base pour la coopération, en tout cas avec ses partenaires. Donc c'est évidemment compliqué, et on voit bien que sans l'implication ou sans pression politique de très haut niveau, les programmes n'avancent pas. Mais cette pression politique, pour l'instant, elle est là, elle a été maintenue. Il y a eu des accords, notamment sur les MGCS, facilités par l'implication personnelle des ministres Lecornu et Pistorius. Donc c'est positif, mais effectivement la dynamique est compliquée. On a pris du retard sur les programmes. Peut-être une touche d'optimisme
initialement, quand on a lancé les deux programmes, ou même, j'ajouterais Eurodrone, on partait de besoins opérationnels différents. Or, le besoin opérationnel, c'est la condition, ou c'est la première étape pour la mise en commun et pour le développement et la planification des systèmes du futur. On avait une Allemagne centrée sur la protection du territoire national et de l'Alliance, la mission de Landes- und Bundesverteidigung, qui est vraiment le cœur du métier de la Bundeswehr, et une France qui était très portée sur les opérations extérieures. Donc des besoins opérationnels divergents. Je pense qu'avec le contexte actuel et le recentrage de la France vers le théâtre européen, on a peut-être une plus grande convergence des besoins opérationnels, ce qui facilite aussi la coopération industrielle. Et deuxième point d'optimisme, et là encore c'est à regret puisque c'est grandement lié à l'érosion du lien transatlantique, mais les armées allemandes ont une appétence traditionnelle pour les systèmes américains. Or, quand on voit y compris les déclarations du probable futur chancelier que vous avez évoqué, le besoin d'indépendance et le fait qu'un homme politique de premier plan, conservateur, très atlantiste, prononce le mot d'indépendance et pas de limitation de la dépendance ou de souveraineté, c'est quand même un marqueur très fort. Beaucoup de débats ont lieu, pas que en Allemagne, mais chez tous les clients du F-35 par exemple, sur les conséquences des dépendances, à la fois d'un point de vue industriel, mais aussi opérationnel. Donc il y a, je pense, un vent d'optimisme qu'on peut espérer sur la volonté allemande aussi d'adopter une sorte de préférence nationale, y compris d'un point de vue industriel. J'espère, c'est pas garanti, mais j'espère que cette nouvelle vision très européenne et finalement très, j'allais dire indépendantiste européenne, mais cette prise de conscience de l'accélération de l'érosion du lien transatlantique appelle une accélération de l'autonomisation. Et je pense que ça a été bien intégré par l'ensemble des Européens. J'espère que ça va être durable. Parce qu'une fois que les Américains vont arriver, démarcher de manière bilatérale l'ensemble des Européens en leur proposant, entre guillemets, comment dire, des transactions, j'ai la crainte qu'on repasse à un réflexe voilà, d'acceptation des transactions avec les États-Unis plutôt que faire réellement converger de manière durable une puissance industrielle européenne. Peut-être, Andreas, je rebondis là-dessus, tu peux un peu nous dire concrètement comment cette autonomisation pourrait s'organiser aussi avec des horizons temporels, avec qu'est-ce qui est réellement possible en fait dans le fait de se détacher progressivement des systèmes américains. Bon, premièrement, je ne suis pas encore sûr que l'Allemagne va vouloir, même l'Allemagne d'un chancelier Merz, va vouloir se détacher à 100% des États-Unis pour différentes raisons. Mais nous avons toujours eu, côté allemand, cette compréhension que notre coopération dans l'armement avec les États-Unis nous assurait aussi en quelque sorte disons la fidélité de notre allié outre-Atlantique. C'est un concept que moi personnellement je ne partage pas trop, mais je sais que surtout au niveau politique en Allemagne c'est très souvent et jusqu'aujourd'hui le raisonnement tant qu'on achète américain, les Américains resteront nos amis. C'est un peu simplifié, mais c'est à peu près ça. Il y a un projet duquel nous n'avons pas parlé parce qu'il a été malheureusement enterré il y a déjà quelques temps. C'était l'avion de patrouille maritime, ce fameux projet MAWS ou MOS. On n'en parle plus pour des bonnes raisons parce que le projet est mort. En tout cas en tant que tel. Et ceci parce que l'Allemagne, pour des bonnes raisons, a dû décider en 2021 d'acheter américain.
Je ne vais pas revenir sur tout ce projet-là, mais en tout cas, la décision de 2021 était bien fondée, il y avait un raisonnement derrière qui était compréhensible, sauf que malheureusement, nous avons oublié deux choses. Nous avons premièrement oublié de communiquer ça en amont aux partenaires français, qui étaient le deuxième partenaire dans ce projet, l'Allemagne et la France. Et nous avons aussi, tout simplement par peut-être un manque de compréhension des armées françaises, de la stratégie militaire française, nous avons tout simplement oublié en Allemagne que un avion de patrouille maritime, pour un Allemand, c'est un avion de patrouille maritime. Pour un militaire français, c'est une partie intégrale de la dissuasion nucléaire. Et ça, c'est un angle ou une façon de voir les choses que nous n'avons pas forcément en Allemagne. En tout cas, il n'y a pas l'automatisme. Tous les Français, les militaires français, ils connaissent tous les éléments, ils savent que c'est structurant pour leurs forces armées, notamment la marine et l'armée de l'air et de l'espace, peut-être un peu moins pour l'armée de terre, mais même pour l'armée de terre. Nous n'avons pas ce réflexe automatique en Allemagne de penser à la dissuasion française. Nous ne l'avons pas et nous connaissons peu la dissuasion à la française. Donc, ce que moi, je pense que ce qu'on devrait essayer de faire, c'est vraiment nous connaître encore mieux. Il y a les échanges entre la France et l'Allemagne depuis très très longtemps, mais il y a quand même parfois des deux côtés un manque de compréhension du raisonnement de l'autre, des raisons qui sont à la base de ces décisions. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, et là je pense que nos deux ministres de la Défense, M. Lecornu et M. Pistorius, ils le font vraiment très très bien depuis que Pistorius a pris ses fonctions. Il faut pousser les BITD dans les deux pays à comprendre qu'ils ne sont pas seulement des industriels, mais qu'ils jouent aussi un rôle crucial dans la défense de leurs pays respectifs, mais aussi dans la défense européenne. Et les deux ministres français et allemands le font. Ils exercent, là, quand ils ressentent la nécessité, ils exercent une pression sur les industriels qui font partie des projets communs, et ça fonctionne. Si on les laisse faire, et bon, je ne vais pas m'aventurer à donner mon avis sur l'industrie de défense française parce que je ne la connais pas assez bien, mais je sais que les Allemands, si on les laisse faire, ce qu'on a fait très longtemps, sans influence politique, ils sont tout d'abord, ce qui est tout à fait normal, ils sont industriels. Ils veulent gagner de l'argent, vendre leurs produits. Mais ils n'ont pas vraiment, parce qu'on les a aussi un peu toujours cachés, la BITD en Allemagne n'était pas vraiment une fierté nationale, c'était plutôt le contraire. On en avait besoin, mais on ne les a pas mis en avant, pas comme en France en tout cas. Il faut leur faire comprendre aujourd'hui que les temps ont changé. Je pense qu'ils l'ont compris, comme tout le monde. Mais aussi leur faire comprendre que bien sûr, ils resteront des industriels, mais ils feront aussi partie de notre défense, de la défense de notre pays, aussi bien que de la défense de notre continent. Oui, peut-être pour construire sur ce que vient de dire le commandant, se connaître encore mieux, je pense que c'est vraiment crucial et ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui ce fameux dialogue stratégique qui apparemment a été entamé entre le plus haut niveau politique, entre le prochain probable chancelier allemand Friedrich Merz et le président Macron. Qui a été une attente française, je pense, depuis 2017. Il y a eu, là encore, je ne vous raconte rien de nouveau, mais cette impression que l'Allemagne, le niveau politique allemand, n'a jamais répondu aux invitations françaises de discuter au plus haut niveau de l'autonomie stratégique, d'alternatives, ne pas de casser avec le partenariat transatlantique, mais de penser des alternatives au cas où. Donc ce processus a commencé. Et cela implique, je pense, de mieux se connaître, mais très franchement, sur beaucoup de domaines, de vraiment se connaître. Pour vous donner quelques exemples, on vient de discuter de ce patrouilleur maritime Mance qui
aurait donc ignoré du côté allemand les implications pour la dissuasion nucléaire française, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Je me rappelle très bien en 2021, face aux réactions très fâchées de Paris à AUKUS et aux négociations en Indo-Pacifique, les réactions des plus hauts responsables politiques allemands qui ignoraient totalement que la France possède de territoire national dans cette région-là, qui disaient qu'aucun pays européen n'a des intérêts stratégiques dans la région Indo-Pacifique. Et c'était des experts de la politique étrangère allemande qui disaient ça. Donc sur beaucoup de points, on commence vraiment à zéro, je pense. Et c'est pour ça aussi qu'il faut, à mon sens, et en parlant d'une perspective de think tank, de chercheurs et pas de militaires, c'est des questions plus techniques à d'autres niveaux, il faut vraiment être pédagogique, même si on a tous l'impression qu'on n'a plus le temps de discuter, qu'il faut absolument maintenant passer à l'action, qu'il faut dépenser de l'argent tout de suite. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sven. Pour savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut dépenser de l'argent, ça serait bien quand même, si on parle de sommes de plusieurs centaines de milliards d'euros, de savoir sur quoi on dépense et comment on se répartit les tâches. Et sur cela, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, un travail pédagogique, un travail de se connaître, entre les militaires, entre les parlementaires qui viennent d'arriver en Allemagne, les nouveaux parlementaires du Bundestag, qui ne connaîtront pas nécessairement très bien la France, les dispensions stratégiques du côté français. Mais c'est à mon sens absolument nécessaire pour avancer. Et j'ai un peu, et je finirai là-dessus, j'ai un peu peur que tout ça soit peut-être oublié ou passé de côté quand j'entends aujourd'hui qu'on vit un moment gaulliste, que l'Europe est engagée dans une initiative gaulliste, que Friedrich Merz est un néo-gaulliste, en oubliant que le cœur du gaullisme, c'est une vision très claire, nationale, qui est construite sur une connaissance, sur une histoire commune qui n'existe absolument pas au niveau européen. Et donc, avant de parler et de s'aventurer dans des visions gaullistes pour l'Union européenne, il faudra d'abord vraiment peut-être commencer à expliquer à Berlin que la France n'est pas uniquement un pays européen, mais qui dispose de territoires dans l'Indo-Pacifique, sur l'Amérique du Sud, et vraiment faire ce genre de travail sans lequel, à mon sens, ça n'aura pas grand sens de discuter de concepts d'autonomie stratégique, de culture stratégique partagée entre Européens, parce qu'on partira de bases tellement différentes qu'on arrivera nulle part. Et je pense que c'est beaucoup plus, encore une fois, le travail des think tanks, des médias, peut-être des politiques que des militaires, même si nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte de l'école militaire ici à Paris. Une petite phrase là-dessus, parce que je l'ai lu ce matin, comme peut-être certains d'entre vous. Quand on parle de Friedrich Merz et néo-gaulliste, si le Politico est bien informé, il a quand même une photo du chancelier Adenauer et du général de Gaulle sur son bureau. Alors, j'espère que c'est vrai, mais c'est ce que j'ai lu ce matin. Alors, justement, donc, qu'est-ce que ça voudrait dire en fait une Allemagne gaulliste? Vous avez tous évoqué ces investissements massifs qui sont prévus pour l'armement de la part de l'Allemagne, mais quelque part on a aussi, par ce contexte, le retour de la question allemande. Et comment y répondre actuellement, c'est une grande question peut-être pour Sven. Comment tu prends le bout que tu veux. Merci pour la question. Non, je pense qu'on a tendance à être un peu trop libéral avec le terme gaulliste, néo-gaulliste. Tout le monde est gaulliste en France sans l'être et sans savoir ce que c'est. Donc, je pense qu'on devrait prendre des précautions sémantiques avec le terme de gaullisme. Sur le fond, il y a encore beaucoup d'interrogations. On parle d'investissement massif, mais on ne sait pas exactement sous quelle forme, on ne sait pas exactement combien. Et pour l'instant, ça n'a pas été validé. Il y a des discussions qui sont encore en cours entre la CDU-CSU, le SPD et les Verts, sur la base du rejet de la première proposition par les Verts et de leur proposition de compromis.
ou de leurs contre-propositions. Alors, oui, peut-être petit contexte, parce qu'en ce moment, il y a donc énormément de discussions en Allemagne autour du frein à la dette qui est inscrit dans la Constitution, et que donc, le nouveau gouvernement aimerait amender pour pouvoir faire des investissements massifs, pas seulement pour la défense, mais aussi pour les infrastructures. Et donc on a aujourd'hui une session plénière ou de STAC pour discuter de ce changement constitutionnel. Donc c'est des vraies questions d'argent qui ont lieu en ce moment. Oui, et puis même si on adoptait cette modification et qu'on exonérait du frein à la dette une partie du budget de défense, ça ne donne aucune indication sur les augmentations concrètes du budget. Donc il y a encore une grande incertitude, une grande inconnue. Et puis même si on avait les données financières concrètes sur voilà combien de centaines de milliards de disponibles on a à dépenser à court terme, la question c'est comment. Et est-ce qu'on restera dans une logique où le Zeitfaktor, le facteur temps, reste finalement la doxa, ou en tout cas la boussole cardinale, le point cardinal de la politique d'acquisition allemande, ou si réellement on bascule vers autre chose et vers une européanisation, vers une volonté d'acquérir davantage de systèmes européens, de collaborer davantage en européen. Ça implique aussi que les industries se renforcent, qu'elles aient la capacité de produire plus. Le président Macron, à plusieurs reprises, formulait le vœu de bâtir davantage de champions européens à la Airbus, à la MBDA, sans pour autant avoir fait de propositions concrètes sur ce que la France serait prête à sacrifier. Parce que finalement, consolider en créant des champions, ça implique de savoir dans quel domaine, et ça implique de savoir ce qu'on est prêt à sacrifier en termes d'emploi, en termes de technologies clés, en termes de know-how, en termes de ce qu'il y a de plus souverain finalement dans nos bases industrielles. Donc des propositions sont sur la table. On connaît les difficultés, on connaît les problèmes liés à la fragmentation du marché, liés à la nécessité de consolider à la fois l'offre et la demande. Pour l'instant, certaines propositions ont été faites à demi-pas, à demi-mot. Je pense aussi que les industries elles-mêmes doivent aussi opérer un changement dans leur fonctionnement, réapprendre à se mettre en position d'augmenter les cadences de production, de produire du low cost, de low-costiser un peu la production. C'est aussi l'un des grands enseignements de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'elles en sont prêtes? J'en ai pas la conviction aujourd'hui. Et quand on parle aux industriels ukrainiens, ils nous disent que finalement, en Europe, en France, en Allemagne, ailleurs, les industries n'ont pas opéré ce changement et restent finalement centrées sur ce qu'elles font depuis des décennies, à savoir de la haute technologie, de la haute spécification. Alors, ils nous disent, vous aurez peut-être les plus beaux drones du monde, vous aurez la meilleure optronique, mais vous en aurez 14. Et les 14, ils tombent. Donc il faut aussi réapprendre à être en mesure, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la masse tout de suite, mais il faut être en mesure de pouvoir le faire le jour où on en aura vraiment besoin. Et peut-être aussi à ce niveau-là, donc discuter avec les autres partenaires européens, comment on peut... Oui, bien sûr, la consolidation de la BITDE, ça ne peut pas être que du franco-allemand. Et d'ailleurs, la construction européenne ne peut pas être que du franco-allemand. Le franco-allemand est, je pense, un pilier essentiel. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui crédible au moteur franco-allemand, mais l'époque où on se concertait en franco-allemand, on trouvait un compromis acceptable pour tous, cette période est révolue. Les partenaires ont des aspirations légitimes à occuper une place plus importante, à être intégrés dans les réflexions de manière beaucoup plus étroite et beaucoup plus précoce. Et le couple franco-allemand, ou le moteur franco-allemand, a aussi perdu beaucoup de crédibilité et de légitimité au cours des dernières années. Et ça, il faut le rebâtir, il faut le reconstruire. Il y a eu pour 1000 raisons, mais en particulier
les cavaliers seuls qui ont été faits des deux côtés au cours des dernières années. Alors on est habitué aux cavaliers seuls français, ça c'est une constante de la politique étrangère française. On l'est moins côté allemand, et ça percute un peu. On était reparti sur une dynamique un peu plus positive avec la visite d'État du président Macron en Allemagne l'année dernière, sur laquelle on n'a pas du tout pu capitaliser, puisque dans la foulée, il y a eu les élections européennes, puis la dissolution de l'Assemblée nationale, le chaos politique en France, l'élection de Trump, le chaos politique en Allemagne à la suite de la chute du gouvernement. Donc on repart un peu, pas de zéro, mais pas loin. En tout cas, il y a beaucoup à bâtir, à construire, à repenser. Et alors justement, pour avoir un regard un peu plus sur l'Europe centrale aussi, peut-être cette victoire du CDU est aussi une bonne nouvelle quand on pense au triangle de Weimar et donc à Donald Tusk qui est issu de la même famille politique. Est-ce qu'on peut s'attendre à un déblocage aussi dans ce genre de format, et est-ce que vous pensez qu'il pourra jouer un rôle important dans les questions de défense prochainement? Si je me souviens bien, M. Merz a dit, juste avant, après les législatives, que ces 2 premiers voyages à l'étranger seront, après son élection en tant que chancelier, seront en France et en Pologne. Donc oui, je pense qu'il est bien conscient de l'importance des enjeux des relations entre l'Allemagne et la France, et entre l'Allemagne et la Pologne, et du triangle de Weimar. À part ça, si je vois les capacités des armées européennes aujourd'hui, ou des armées otaniennes, si je ne me trompe pas totalement, je pense que la Pologne a quand même la 3e armée en termes de nombre, elle a quand même la 3e armée otanienne, après la Turquie, après les États-Unis, bien sûr. Donc et en plus, est plus proche encore du front d'aujourd'hui en Ukraine que nous tous. Donc oui, bien sûr, il serait très important pour l'Allemagne et la France, pour ce couple, de s'adresser aussi aux Polonais, parce qu'ils ont une autre vision que nous, déjà d'une. Ils ont aussi une autre perception des risques de la menace. Plus on est à l'ouest, moins qu'on se sent menacé. Plus on est une nation dotée, mieux on peut dormir la nuit. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier les Polonais. Et comme je le disais au début, je pense que M. Merz en est bien conscient et il va faire le nécessaire. Enfin, je l'espère. Peut-être juste pour compléter sur cela, je pense que quelque chose qui est devenu très, très clair depuis novembre dernier déjà, c'est que le triangle Weimar et d'autres formats européens sont en train de remplacer les formats de l'Union européenne à 27. Le matin même de l'élection de Donald Trump, le 6 novembre dernier, Pistorius appelle le Cornu et il fonde ce fameux groupe des 5 qui s'est exprimé hier encore à Paris, qui enclenche donc une dynamique de quelques États qui veulent prendre plus de responsabilités, qui veulent réagir au probable retrait ou la réduction des garanties de sécurité américaines sur le continent européen. Et je pense que depuis novembre, on témoigne de ce processus, qu'on n'aura plus affaire avec une Union européenne des 27, en tout cas sur ces questions des garanties de sécurité pour l'Ukraine, de l'industrie de l'armement, probablement qu'il y a des petits formats, des petits clubs qui s'écartent, qui s'avancent, une sorte d'avant-garde européenne qui veut avancer plus vite que d'autres, aussi parce que l'Union européenne au 27 est bloquée par quelques acteurs. Nous connaissons tous les positions de l'Hongrie de Viktor Orban. Il y a d'autres États, l'Italie de Meloni, qui se sentent plus proches idéologiquement de l'administration Trump. Donc, affaire avec ces 27 au niveau européen, ça va être impossible. Et donc, je pense qu'il y a un certain réalisme, y compris à Berlin, ce qui est tout à fait nouveau, je pense, qu'il faut avancer en petits groupes et que le prochain chancelier Merz va
devoir gérer aussi, parce que ça aura nécessairement des implications sur le fonctionnement de l'Union européenne dans d'autres domaines. À savoir aussi que, puisqu'on parle de la Pologne, c'est un pays, là aussi, qui est beaucoup plus transatlantique dans son identité que la France, par exemple. Et que du coup, il va falloir prendre ça en compte, à savoir aussi que chacun de ces pays est soumis à des dynamiques électorales nationaux, que la Pologne actuellement est dans une campagne électorale, que du coup le gouvernement polonais hésite beaucoup à se positionner sur cette fameuse question des déploiements de troupes européennes en Ukraine, parce qu'ils savent très bien que, comme en Allemagne, avant les élections, ça serait un sujet entièrement tabou ou presque à discuter dans le public, qu'une fois les élections venues, ça sera une question différente peut-être, mais sachant que ces élections se tiennent en mai, ça veut dire que les Polonais, sur cette question spécifique-là, ils ne pourront pas bouger, du moins publiquement, jusqu'en mai. Et voilà, tout ça pour dire que je pense qu'on sort très clairement des cadres traditionnels européens à 27 à Bruxelles, et qu'on se retrouve dans une diplomatie plus de crise, de sommet, comme celle qu'on a vécue hier ici, même à Paris, avec les déclarations des E5, mardi avec la rencontre des états-majors européens, que tout cela est très basculé, je dirais, par la guerre en Ukraine toujours, mais aussi par le retrait américain de l'Europe. Oui, également le retour des Britanniques au centre aussi du dialogue, et donc on dépasse les formats européens, justement dans toutes ces questions aussi, autour d'une éventuellement extension du parapluie nucléaire, qui ont fait les grands titres. Alors on ne sait pas exactement concrètement ce que ça voudrait dire, mais c'est quelque chose qui a pris énormément de place dans l'opinion publique. Qu'est-ce que vous pensez en termes de crédibilité aussi politique de ce genre de débat, et peut-on parler d'une sorte de mise à jour de la déclaration de Chequers ou de l'écriture d'une nouvelle doctrine, à votre avis Donc toutes les questions difficiles, c'est pour moi alors. Non, mais on peut changer. Ah oui, non. Oui, difficile. Alors la complexité, c'est avec ce dossier, et la surmédiatisation, c'est aussi que c'est facilement instrumentalisé. Et je pense qu'il faut faire vraiment très attention à reprendre les déclarations comme elles ont été faites, parce que c'est instrumentalisé de toutes parts. Qu'il y ait une plus grande volonté française et britannique d'inclure les partenaires à leur conception, c'est salutaire. Qu'il y ait une volonté d'inclure les partenaires à participer à des exercices nucléaires, c'est tout à fait salutaire. Maintenant, c'est vraiment très, très compliqué pour tous. Et c'est pour ça que tu peux répondre à un niveau méta et rester sur le discours, si tu veux. Bon, très bien, j'en reste là. Donc. Non, de toute façon, je pense que le début, y compris sur cette question, est fait. Le président Macron, dans sa déclaration de la semaine dernière, dans la télé française, a dit que cette demande a été formulée par le chancelier allemand, et tout le reste se fera hors du public, et je pense que c'est très bien. Mais il est clair, de notre point de vue et d'un point de vue allemand, qu'il y a une énorme nécessité d'augmenter la capacité non seulement de la classe politique allemande, des cercles d'experts, mais aussi du grand public, de discuter de ce genre de questions, et que ça fait partie essentielle de la fameuse Zeitenwende, si on la prend au sérieux en tant que processus, que le vocabulaire stratégique, y compris sur les questions nucléaires, qu'une capacité de dialoguer sur ce genre de questions est à construire aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce qui a été au cœur de la proposition du président Macron depuis 2020, ici même à l'école de guerre, d'entamer un dialogue, de ne pas discuter publiquement les détails d'une possible
dimension européenne de la dissuasion française, mais de vraiment entamer un processus, de comprendre les doctrines de chaque pays, de comprendre la disposition politique de chaque pays et d'essayer de se rapprocher et de construire quelque chose d'européen. Moi, ce qui me frappe depuis le début de la guerre en Ukraine, pour donner un exemple concret, c'est la vulnérabilité très différente du public français et du public allemand face aux menaces russes, y compris aux menaces russes nucléaires. C'est très clair. C'est pas pour rien qu'il y a des vidéos de propagande russe qui montrent Berlin qui est frappé par des missiles et pas Paris. Je pense que le côté russe connaît très bien les publics qui sont en face et joue avec ces différences-là. Mais encore une fois, de un, je ne suis pas expert de la dissuasion nucléaire, et de deux, je pense que ce genre de questions sont très bien discutées aussi derrière des portes fermées. Oui, j'aimerais ajouter peut-être 2-3 phrases là-dessus. C'est pas le président Macron qui a inventé la dimension européenne des intérêts vitaux français. Il a été très clair dans son discours de 2020, mais on a pu entendre un tel discours déjà à partir de la fin des années 50 du siècle d'avant. Donc, moi, je pense qu'il a eu raison de mettre ça encore une fois en lumière, de faire cette offre aux Européens de dialoguer avec la France sur cette dimension européenne de la dissuasion française. Et je pense que si vraiment l'Allemagne, avec le futur ou un futur chancelier Merz, s'ouvre enfin à ce dialogue, c'est une bonne chose. C'est tout ce que je souhaiterais dire là-dessus, parce que je pense que le sujet est assez difficile et assez délicat et mérite d'être peut-être au début traité à huis clos. J'aimerais réagir à autre chose que Jacob vient de dire il y a quelques instants. Concernant ces différents formats, j'ai eu l'occasion, en tout cas en partie, d'assister à cette réunion des ministres dans ce format E5, ou comme les Allemands en disent en bon allemand, Group of Five. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Il y a énormément de nouveaux formats qui ont émergé depuis quelques mois. Il y a une prise de conscience, je pense, parmi les 27 ou parmi les 32, que discuter à très grand nombre est toujours très difficile, nécessite beaucoup de temps, et on ne peut pas toujours être sûr d'avoir à la fin un résultat comme il faut. L'Allemagne, pendant de longues années, a toujours eu une position concernant surtout l'Union européenne plus inclusive que la France. L'Allemagne a toujours rejeté cette idée d'une Europe de différentes vitesses. Aujourd'hui, en participant à certains de ces formats, je pense que l'Allemagne, sans l'avoir prononcé publiquement, a compris aussi que de temps en temps, sur certains sujets, surtout quand le temps presse, il va peut-être falloir discuter plutôt en petit comité qu'à 27 ou à 32 pour pouvoir obtenir des résultats assez rapidement. Mais moi, personnellement, je vois aussi un risque, un danger là-dedans, parce que on a déjà eu quelques réactions pendant les semaines écoulées. Il faut faire attention, à mon avis, de ne pas oublier quelques-uns. Parce que quand je suis à 27, il n'y a que 5 qui sont invités. Ça veut dire qu'il y a 22 qui ne sont pas invités. Et il y a 22 qui se sentent peut-être mis un peu de côté, qui ne se sentent pas considérés. Et ça, je pense que aussi, et ça vaut aussi pour le couple franco-allemand, pour les discussions bilatérales, il est extrêmement difficile, mais aussi extrêmement important d'essayer, dans la mesure du possible, d'essayer de ne pas oublier ceux qui ne font pas partie de certains formats. Parce que sinon, on fait le contraire de ce que nous avons l'intention de faire, c'est de renforcer l'Union européenne, de renforcer l'Europe. Parce que si on commence à créer un club dans le nord de l'Europe, un autre club dans le sud, et après encore 3, 4, 5,
ça ne nous sert à rien, c'est le contraire de ce que nous avons besoin aujourd'hui. Donc moi, je ne connais pas la solution, bien sûr, à cette question, mais c'est quelque chose qui est très important. Et je me souviens, je ne sais même plus quel format que ça a été. Je crois que ça a porté aussi sur l'Ukraine. Le président Macron, il avait invité quelques pays. Et le jour même, ceux qui n'ont pas été invités ont dit Monsieur le Président, ce n'est pas très gentil de parler sur nous, mais sans nous. C'est la même chose que nous, on dit sur les pourparlers concernant la guerre en Ukraine. Alors, comment, je ne sais pas, mais gardons-nous d'oublier les autres, ceux qui n'ont pas été invités, même s'il y a des bonnes raisons de faire certaines choses très rapidement, en petit comité, mais après, il faut dire aux autres, il faut leur dire quels sont les résultats de nos échanges et comment on a l'intention de procéder, de continuer, et comment on peut intégrer tout le monde. Ça va être difficile, mais c'est nécessaire à mon avis. Et c'est d'ailleurs juste rapidement une leçon que le président Macron semble avoir compris vis-à-vis de la première épisode Trump, puisqu'il paraît qu'avant de se rendre à Washington, de discuter avec Donald Trump en tant qu'émissaire, même si ce n'était pas un titre officiel de l'Europe ou de cette avant-garde européenne pour discuter avec la nouvelle administration Trump, il a passé beaucoup de temps au téléphone en parlant avec une trentaine de chefs d'État et de gouvernements européens pour vraiment avoir les perspectives. Et il y a eu le même travail de rétex après les discussions à Washington. Et donc cette volonté, comme vous le dites, d'inclure même ceux qui n'ont pas fait partie des discussions, qui n'ont pas été à la table. Peut-être sur les perceptions un peu justement de cet avancement de Macron qui donc se place en émissaire un petit peu de l'Union européenne. Sven, toi qui es sur place à Berlin, et je te promets c'est une question facile, comment est perçu Macron en ce moment là-bas et la position française ? Positivement, mais pas que à Berlin. Je pense que d'une manière générale, Emmanuel Macron a une meilleure aura à l'international qu'en France. Ce qui n'est pas compliqué. Non, mais sa vision est partagée. Je pense qu'il y a une recherche de leadership. Et Emmanuel Macron, Keir Starmer, commence à l'incarner ou à la réincarner. Malgré les difficultés politiques internes qui, un temps, au cours des mois derniers, avaient un peu abaissé finalement la crédibilité de la parole française, je pense qu'aujourd'hui, elle a retrouvé une place et il y a un leadership assumé et qui est aussi salué par les partenaires. Encore une fois, je rejoins Andreas. Il ne s'agit pas de faire seul ou à deux, en tout cas, il faut inclure les partenaires à la réflexion. Ça peut passer par des petits formats élargis ensuite, ou en tout cas les informer. Mais à Berlin, je pense que la prise de leadership française est vraiment saluée. Ce qui d'ailleurs, d'ajouter encore un exemple, mais ce qui est d'ailleurs assez surprenant sur certains sujets et projets, puisque à la tournée de l'année, en début de janvier de cette année, il y avait beaucoup d'articles, de nouvelles autour des grands projets structurants de la coopération franco-allemande en termes d'industrie, le SCAF MGCS, qui en gros disait « Arrêtons de faire ce genre de projet avec les Français, utilisons l'argent allemand plutôt pour investir dans du matériel américain, pour acheter un peu la bienveillance de la nouvelle administration américaine ». Et tout cela a brusquement changé vraiment depuis les déclarations de J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich, à la suite des ingérences américaines dans la campagne électorale allemande. Et donc il y a vraiment un fenêtre qui s'est ouvert depuis mi-février, je dirais, mais qui ne restera pas ouvert à toujours. Et ça, là encore, je reviens sur ce qu'on a déjà dit. Je pense qu'il est essentiel de communiquer, pour nous aussi, à Berlin, que le gouvernement français, actuellement en place, avec ses idées pro-européens, avec cette impulsion pour renforcer la souveraineté européenne, ne sera pas là pour toujours, et que la politique française risque de changer peut-être assez brusquement dans pas
très longtemps non plus. Tout simplement pour ajouter ça, Célia, elle l'a dit au début, en 2021, l'extrême droite en Allemagne a eu 10%. Et 3 ans et demi plus tard, 21%. Je dis ça, je dis rien, mais je sais pas. Alors, 2027 ou 2029 en Allemagne, on ne sait pas où on sera. Donc là, les 2 ans que nous avons devant nous, il faut vraiment s'en servir. Oui, alors on va juste, dernière question avant de passer aux questions, donc pour finir un petit peu, prendre un peu de hauteur justement par rapport à ce que vous avez dit et par rapport aussi à la contestation du récit un peu traditionnel d'après-guerre et de construction européenne autour de la réconciliation allemande, puisque donc dans les 2 pays qui sont fragilisés politiquement et qui connaissent un succès de l'extrême droite, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce récit de la réconciliation ne suffit plus et qu'il faut absolument en trouver un nouveau pour pouvoir justement combattre ces instabilités politiques, et quel rôle on pourrait jouer là-dedans pour raconter aussi ce nouveau récit de l'Europe géopolitique que Ursula von der Leyen essaye vraiment d'imposer, pardon. C'était vraiment qu'elle essaye d'imposer, mais qui veut. Voilà. Alors oui, parce que depuis 2019, von der Leyen propose vraiment ce slogan d'Europe géopolitique, mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment réussi à l'illustrer concrètement, puisque qu'est-ce que ça veut dire en fait être géopolitique pour l'Union européenne, qui reste quand même une organisation supranationale. Alors, je rebondis là aussi sur le commentaire parce que, et de mon perspective en tant que trentenaire, c'est vraiment en quelque sorte paradoxal de voir la présidente de la Commission européenne aujourd'hui appeler à cette Europe géopolitique qui était, et à l'époque j'étais encore étudiant, en 2014 la ministre de la Défense allemande qui à Munich promettait le fameux consensus de Munich avec le président de l'époque, Joachim Gauck, et le ministre des Affaires étrangères allemand Frank-Walter Steinmeier, qui est aujourd'hui président, qui font partie d'une génération politique qui promet en quelque sorte depuis une vingtaine d'années au moins de tout changer, qui le fait encore aujourd'hui. Et donc, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai beaucoup de doutes sur la capacité de cette génération de politiques de vraiment implémenter ce changement, d'implémenter la Zeitenwende. Et je pense que du moins de ce que je ressens en Allemagne et peut-être dans les générations un peu plus jeunes que celle de Madame von der Leyen, de Monsieur Steinmeier, de Monsieur Gauck, qui a vraiment le sentiment que l'Europe a perdu énormément de temps, que la politique européenne a perdu énormément de temps depuis 2017, la première fois que Angela Merkel disait bon, maintenant on ne peut plus faire confiance aux Américains, retomber en 2021 dans la dépendance des États-Unis. Depuis les années 80-90, on vient de finir à la DGAP un papier avec mon collègue sur la brigade franco-allemande où on revient un peu sur les discussions de la fin des années 80 qui ressemblent mais à la lettre aux discussions d'aujourd'hui où on dit les Américains vont se retirer du continent européen, il faut vraiment cette fois faire plus en autonome, en européen. Et on se rend compte que bon, la brigade franco-allemande, pour le coup, c'est une unité qui existe depuis 89-90. Moi, je suis né en 91, qui n'a jamais vraiment été utilisée par la politique dans les fins dans lesquelles elle a été conçue. Donc, je veux pas être trop négatif et trop pessimiste, mais vraiment, je pense qu'il y a en quelque sorte un peu de manque de confiance dans les classes politiques actuelles qui soient capables d'implémenter le changement qu'on nécessite. Ça, c'est clair que plus que tout. J'irais même un peu plus loin que toi, pas seulement manque de confiance, mais en tout cas, en ce qui concerne l'Allemagne, peut-être aussi parfois un peu un manque de connaissances. Parce que moi, j'ai fait mon enseignement militaire supérieur à Hambourg, à l'école de guerre à Hambourg, à la Führungsakademie, il y a 25 ans, je crois, presque. Le mot géopolitique n'existait pas.
ça n'existait pas, on ne savait pas ce que c'était. En tout cas, les Allemands ne savaient pas ce que c'était. Je l'ai découvert beaucoup plus tard, ici, en 2012, quand je suis venu en France, quand j'étais cadre professeur à l'école de guerre. On m'a dit, bonjour, bienvenue, vous allez demain enseigner la géopolitique. Je dis, super, c'est quoi? Non, je plaisante, j'étais au bureau enseignement opérationnel. Donc là, on pouvait faire confiance à un Allemand. Géopolitique, on ne me l'a pas donné pour matière. Non, mais cette expression de géopolitique est pour l'Allemagne une expression qui est vraiment toute nouvelle. Nous sommes en train de le découvrir. Il y a un de vous deux qui l'avait dit tout à l'heure déjà. Berlin, d'une perspective berlinoise, quand je regarde sur la France, je vois la partie européenne de la France. Il y a très peu d'Allemands qui savent ce que c'est 11 millions de kilomètres carrés d'une zone économique exclusive. Ils ne savent pas non plus que c'est la France, le deuxième pays au monde. Par rapport à ça, c'est vraiment... C'est pas pour être méchant avec nos politiques allemands, c'est tout simplement une connaissance qui manque. Ils sont en train de le découvrir. Il faut les aider à le découvrir. Il faut faire quelque chose sans l'appeler de cette manière-là. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Parce que si vous dites ça à un Allemand que vous allez maintenant lui expliquer, dites-lui que vous lui expliquez quelque chose, dites pas que vous faites de la pédagogie, c'est pas très bienvenu. Mais il y a certaines choses qui sont pour l'instant, ou qui ont été très longtemps inconnues en Allemagne, parce que l'Allemagne que vous connaissez aujourd'hui, l'Allemagne des 20-30 dernières années, c'est l'Allemagne qui a été plus ou moins construite après 1949. C'est l'Allemagne qui a été comme les alliés de l'époque l'ont voulu. Donc on s'est abstenu tout simplement, et pour des bonnes raisons, de penser certaines choses, de faire certaines choses, et on commence à le découvrir très lentement. Et c'est pour ça que moi j'ai l'espoir, je suis assez optimiste, que l'Allemagne aujourd'hui, en découvrant certaines choses que la France connaît depuis beaucoup plus longtemps, que l'Allemagne aujourd'hui n'aurait pas trop de difficultés à se ranger, peut-être pas derrière, mais à côté de la France, si on parle d'un futur leader européen. Parce que les Allemands prennent conscience, aussi grâce au président de la République, les Allemands prennent conscience qu'il y a certaines connaissances que l'Allemagne n'a pas ou n'a pas encore, ou très peu d'Allemands l'ont. Ce sont plutôt des chercheurs, des think tanks, mais assez rarement nos hommes et femmes politiques. Peut-être juste un mot sur l'Europe géopolitique. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut pour ça, et je pense que les choses vont aussi dans le bon sens. J'ai aussi envie d'être optimiste comme Andreas. C'est des concepts doctrinaux, et l'UE s'est dotée d'une boussole stratégique, est en train de se doter d'un white paper. Il faut voir ce qu'il en sortira concrètement, mais en tout cas, il y a la volonté de mutualiser les concepts et de développer une vision commune. C'est la définition d'intérêts communs, c'est des instruments pour justement défendre ses intérêts, et pas qu'en Europe. Et c'est la volonté politique pour justement les défendre. Et peut-être juste un très court point sur la prise de leadership aussi de la Commission européenne et des institutions européennes. C'est peut-être aussi lié à la vacance de leadership au niveau des nations, voire de la compétition de leadership entre les nations, même d'un point de vue strictement militaire, où il y a 4 pays en Europe qui revendiquent avoir la meilleure, ou vouloir bâtir la meilleure armée conventionnelle d'Europe. Donc il y a aussi cette compétition de leadership en Europe qui peut-être nuit aussi à l'émergence d'une vision plus commune.